Il a suffi d'un souffle sur une braise pour attiser ces flammes. Vu du ciel, c'est en fait sur des kilomètres que le feu serpente. Depuis quelques heures, l'incendie se renforce autour de Landiras. Le vent tourne, alors le feu attaque dans toutes les directions. Au sol, très peu de chemin. Difficile pour les pompiers d'accéder au cœur de la Pinède. Déjà plus de 4000 hectares ont brûlé. Dans les airs, les Canadair continuent de lutter. Mais sur ces images infrarouges, voici un largage, 6000 litres. Une goutte d'eau par rapport à l'immensité du feu, en blanc. À Luchas, le feu se rapproche. Les gendarmes ont évacué le village il y a quelques instants, à peine. On est triste, c'est parce que quand on voit ça, comment on va le trouver après On est nés là au village, nous. Espérons qu'on va retrouver tout le monde va retrouver sa maison. Et à 70 km, près de la Teste de Bûche, toujours un second incendie, indomptable lui aussi. Et déjà, les premiers dégâts matériels. Ce restaurant a été dévasté en quelques minutes. C'était un lieu très prisé, en bordure de lac. Voilà à quoi il ressemblait avant. Sur la partie droite, il y a plein de bambous, tout est sec. Donc là, le risque, c'est la baraque. Impossible d'accéder aux flammes derrière cette maison sans cet engin. Il contient l'équivalent de 2 Canadair. C'est tellement chaud, le sable il est bouillant, tout est bouillant, donc c'est très très compliqué. Il y a des défenses de points sensibles de partout à faire, et donc il part tout le temps. Seule lueur d'espoir ce soir, les premiers vacanciers évacués ont pu regagner leur mobil-home. Ils n'ont eu que quelques minutes pour rassembler leurs affaires et fuir l'incendie. Des feux qui ont encore progressé aujourd'hui à Landiras. On retrouve notre envoyé spécial François-Xavier Ménage. François-Xavier, vous avez pu passer la journée avec les pompiers. On va vous montrer comment les soldats du feu travaillent depuis maintenant plusieurs jours. Et c'est particulièrement compliqué de progresser dans cette forêt. Vous voyez, avec la caméra de Jean-Yves May, un départ de feu depuis maintenant plusieurs heures. Et vous voyez ces hommes qui n'hésitent pas d'ailleurs à détruire des arbres pour pouvoir progresser. C'est évidemment des moyens conséquents qui sont mis en place, qui sont déployés ici même, avec cette idée par ailleurs de protéger un maximum d'habitations, des habitations qui sont isolées. Et à chaque fois, ce sont des soldats du feu qui s'approchent le plus possible des maisons pour les protéger. Vous voyez encore la progression donc de ces soldats du feu, des pompiers qui viennent de toute la région et parfois bien au-delà. François-Xavier Ménage que l'on retrouvera tout au long de cette édition spéciale. En 4 jours, plus de 11 000 personnes ont dû être évacuées, des vacanciers, on le verra, mais aussi évidemment les habitants des communes menacées par les flammes. Illustration à Balizac, Alexandra Vieira et Nicolas Forestier. Le feu se rapproche dangereusement. Didier n'a que quelques minutes pour évacuer ses chiens de chasse. À vol d'oiseau, allez, on est à peut-être à 1 kilomètre de là. Donc c'est avec le vent qui souffle, ça va mettre très vite à arriver là. Là, les chiens ressentent juste l'odeur, là, ils sont déboussolés là. Les animaux seront accueillis chez de la famille. C'est un désastre, malheureusement. On peut... voilà, on est petit à côté de ça. Yannick, lui, a du mal à partir. Il ne trouve personne pour transporter ses ânes. Ça, c'est Calichon qui était quand même un peu têtu, mais très gentil quand même. Ma femme va partir, mais moi non, je vais partir le plus tard possible. Je reste avec eux le maximum. Je ne veux pas les laisser. On procède à l'évacuation de la commune. Dans ce village de 500 habitants, les gendarmes évacuent rue par rue. Ils sont guidés par des voisins. C'est une situation de stress, l'incendie, de voir les gendarmes, toute l'agitation dans le village. Essayer d'être pédagogue et de ne pas montrer que la situation peut être préoccupante. Jean-Luc prépare ses affaires à la hâte, sans trop savoir ce qu'il doit emporter. C'est un peu stressant quand même de partir, parce qu'on ne sait pas ce que ça va devenir. On ne sait pas quoi. Voilà. Et on ne sait pas quand on va revenir. Pour accueillir ses habitants, la solidarité s'organise. Laurence propose l'ancienne chambre de sa fille. François et son épouse pourront dormir dans un vrai lit et avoir un peu de compagnie. Ça me bouleverse, mais on va essayer de réserver le meilleur accueil à monsieur et madame, mais pour qu'il ait l'espace d'un instant, il oublie plus ou moins cet incendie. Beaucoup dormiront ici, dans la salle des fêtes de la commune voisine. Mais la nuit s'annonce agitée. La fumée n'est pas très loin.
Et même dans les zones évacuées, certains décident de rester, comme à Landiras, où l'on retrouve notre envoyé spécial François-Xavier Ménage, aux côtés d'habitants qui participent à éteindre le feu. Un système débrouille ici depuis 7h du matin. Vous allez tout comprendre avec la caméra de Jean-Yves May. Regardez, il y a un puits juste à côté et c'est de l'eau qui est donc prélevée pour ensuite éteindre des cendres. Il y a encore des flammes d'ailleurs ici même depuis donc le début de la nuit. Des flammes à plusieurs mètres de hauteur qui sont donc éteintes par ces habitants qui préfèrent donc rester ici en appui aux pompiers qui sont eux à quelques kilomètres d'ici. Marie, on vous a rencontré tout à l'heure. Vous me disiez en fait je fais comme il y a des dizaines d'années, voire plus, c'est-à-dire avec les moyens du bord et pas grand-chose. Comment vous faites pour éteindre ces fumerolles? Regardez, on a coupé un mou, on essaie d'appuyer sur le feu pour le repousser sur la partie qui a brûlé pour éviter qu'il ne gagne plus loin. Ensuite, là maintenant, on en est au stade où on a éteint le feu et on est allé prendre de l'eau pour arroser avec un seau, avec des amis qui sont venus nous aider et on essaie de faire ce qu'on peut. Certains qui viennent de Bordeaux et vous me disiez il y a quelques instants, merci beaucoup Marie, que le plus compliqué c'est la nuit parce qu'il va falloir continuer à effectuer cette surveillance alors que les feux sont loin d'être maîtrisés. Et parmi les autres habitants qui sont sur le qui-vive, il y a les élus et notamment les maires des communes évacuées pour qui les journées ne s'arrêtent jamais. Illustration à Guillos, près de Landiras, là où l'un des deux feux s'est déclenché et où nos équipes ont passé 48 heures aux côtés de l'élu de la ville, Olivier Santiqui, Julien Clouzot. Ah oui, là c'est là, ça repart ici. Le répit, pas pour maintenant. C'est pas possible. Fin d'après-midi et de semaines compliquées pour la maire de Guillos. Depuis un premier incendie le 7 juillet, ici, là, donc il a passé là, comme ça. Et là, les flammes continuent de jouer avec ses nerfs et ceux de pompiers débordés. Il y a 7 départs. 7 départs. Tous les camions sont là pour protéger les maisons. C'est leur objectif. Ouais. Maintenant, ils laissent brûler la forêt. Ils laissent brûler. Énième intervention des colonnes de secours. Énième coup de fil à passer. J'ai des gens qui proposent des chambres. Ils ont mis des bacs sur le lac de Troupins, au point d'eau. Énième problème d'intendance à régler. Cet après-midi, il faut s'organiser pour le gasoil. Oui. Je leur dis qu'on les recontacte dans l'après-midi pour dire... avec la gendarmerie, il faut que je vois ça. Dans la petite mairie, le cabinet, une demi-douzaine de personnes, a improvisé. Sa cellule de crise, ses repas, des tranches de melon, son coin café. J'en avais acheté 8 kilos, c'est tout parti. Et son camping. En temps ordinaire, c'est mon bureau. On se relaie toutes les 3 heures à peu près. On est joignable comme ça, H24. Vous aviez déjà dormi dans votre bureau depuis... Ah non, jamais. Depuis 7 ans, c'est la première fois. Voilà, il y a un début à tout. Et j'espère que ça sera une fin aussi. 4h30 de sommeil en tout au cours des 3 dernières nuits. Il faut faire des rondes pour surveiller les habitations. Et dans la journée, le marathon est encore pire. Réunion au PC des pompiers, interview avec les médias et bientôt, elle l'espère, une reconnaissance en hélicoptère. Pour se faire une idée concrète des 2400 hectares consumés de sa commune. Ambiance lourde, tout particulièrement dans le bourg, vidé par sécurité de ses 457 habitants. Plus de population, plus de personnes dans les rues, plus d'agitation à la boulangerie, plus voilà, le village ne vit plus, il ne vit que pour les pompiers. Il faut tout de même rappeler à l'ordre les resquilleurs, tenter de récupérer quelques affaires malgré l'interdiction. Mais vous n'avez pas le droit, madame. S'il vous plaît, repartez. La gendarmerie va venir vous sortir sinon. Et puis il y a le ravitaillement à assurer pour améliorer les rations des soldats du feu. Ils sont près de 500. On a des fruits, de l'eau, et là c'est de la paille là, qui nous est arrivée. Communes voisines, artisans, grandes surfaces, toute la région met la main à la pâte. Donc on a beaucoup de chance. La solidarité dans des moments pareils, c'est très très important. La journée s'achève comme elle a commencé et comme débute la suivante, dans l'odeur de brûlé et les problèmes à résoudre. La petite équipe de la mairie a obtenu le ramassage des ordures, il était temps. Elle doit maintenant nourrir et abreuver les animaux disséminés dans le village et signalés par des maîtres inquiets. Vous venez avec moi ? Mais le plus urgent aujourd'hui, accompagner chez eux quelques habitants dûment autorisés par la gendarmerie. Mon compagnon et moi, on est diabétiques, sous insuline, et on a besoin de ce traitement, de toute urgence. Eux sont restés patients,
D'autres ne comprennent pas leur évacuation. Il y a de la tension, des insultes parfois. Je me mets un petit peu à leur place, mais il faut aussi qu'ils se mettent à la nôtre. On n'est pas dimensionné pour une catastrophe de cette ampleur. Moi, je gère l'urgence des urgences. Marcher sur des œufs, une nouvelle contrainte pour Madame le maire, surtout avec la mauvaise nouvelle de l'après-midi. Une maison de Guillos a partiellement brûlé, malgré l'acharnement des pompiers. Et parmi la dizaine de milliers de personnes évacuées, il y a évidemment des vacanciers. Si certains campeurs ont pu retourner sur place, d'autres attendent toujours de pouvoir récupérer leurs affaires. Dans cette région très touristique, en plein mois de juillet, ces vacances ont forcément un goût amer. Pierre Galassio, Thomas Rolnik. Cette famille a préféré troquer son mobil-home à Biscarrosse On va tout mettre là, on verra après. contre cette chambre d'hôtel à Bordeaux. Fini les vacances, retour en région parisienne. C'était une évidence. Ouais. Voilà, il fallait partir là pour la sécurité, pour la santé, pour tout ça, et oui. Des touristes inquiets qui partent avant la fin de leurs vacances. Il y en a eu des dizaines ces dernières 24 heures dans ce camping proche de la plage de Biscarrosse. Oui, on a beaucoup de gens qui viennent, qui sont forcément un peu paniqués, un peu stressés. Je pense qu'on a eu une cinquantaine de personnes qui sont parties depuis hier. Et ceux qui restent se posent malgré tout la même question sans arrêt. Vous allez peut-être partir plus tôt ou pas? Certainement, parce qu'on est, y a de la cendre qui tombe, on sent les fumées qui nous gênent un peu quand même, surtout cette nuit. Donc voilà, on hésite. Des hésitations et des annulations pour ce restaurateur situé à 8 km au sud de l'incendie de la Teste de Bûche. Ça s'enchaîne petit à petit, donc on a quand même, mine de rien, une vingtaine d'annulations par jour en ce moment. La menace d'une reprise de l'incendie reste présente dans tous les esprits. On n'est pas très reposé, on dort pas très bien la nuit. Nous, on a préparé nos affaires, on est prêt à partir dès qu'il y a besoin. Mais effectivement, on n'est plus tellement dans l'ambiance détendue vacances. Ces vacanciers ont tous en tête ces photos prises hier du nuage de cendres qui a survolé leurs habitations. Un nuage que tous espèrent bien sûr ne pas voir revenir ce week-end. Comment ces feux, qui semblent incontrôlables, ont-ils pris? Toutes les pistes sont explorées, mais les deux incendies sont bien d'origine humaine. L'un accidentel, l'autre vraisemblablement criminel. Le point avec Mathieu Desmoulins, Baptiste Guéné et Guillaume Vuitton. L'incendie à peine déclaré, ces hommes étaient déjà sur le terrain, au milieu des braises, à la recherche du moindre indice. S'il y a eu hydrocarbures de type essence, ça imbibe la terre et c'est la raison pour laquelle on fait ce prélèvement. Ces gendarmes d'identification criminelle ont pour mission d'établir les causes de l'incendie de Landiras. Après plusieurs jours d'investigation, ils privilégient désormais la piste criminelle. Reste encore à trouver des preuves. On va chercher s'il y a des traces de passage ou s'il y a des traces d'activité humaine qui permettront d'identifier quelqu'un. Ce premier incendie s'est déclaré mardi après-midi en bord de route entre Landiras et Guillos. Très vite, les flammes se propagent grâce à la végétation sèche, à tel point qu'en 48 heures, ce sont 2400 hectares de forêt qui sont partis en fumée. À 70 km de là, deuxième incendie à la Teste de Bûche. Cette fois-ci, c'est la piste accidentelle qui est privilégiée. Regardez, le camion, il a flambé. Vers 15h15 mardi, cette camionnette s'embrase sur une route forestière. Son conducteur alerte immédiatement les secours. Dès les premières heures, le brasier se propage vers le sud. Mais avec les vents tourbillonnants, c'est le pire des scénarios pour les secours. Les flammes deviennent incontrôlables et menacent de nouvelles zones. La fourgonnette à l'origine de cet incendie sera expertisée la semaine prochaine. À Landiras, en revanche, les autorités peinent à identifier des suspects. La particularité de ce territoire, c'est que c'est un territoire très boisé, ce qui ne nous permet pas de disposer d'éléments de vidéosurveillance, ou alors très peu. Donc nous avons un travail qui est de recueillir des témoignages, de les recouper, de les exploiter. Pour accélérer l'enquête, la gendarmerie de Gironde appelle chaque témoin à se signaler au plus vite. Plus d'1 millier de pompiers est mobilisé. Tous sont évidemment épuisés, mais combatifs, avec pour seul objectif de venir à bout de ces feux qui ravagent leur terre depuis maintenant 4 jours. Les pompiers racontent leur combat à nos envoyés spéciaux Léa Merlier et Marine Der. L'immense panache de fumée menace toujours, mais rien ne semble entamer la détermination de ces pompiers. Voilà. Donc le feu il est arrivé par là ce matin? Oui, ce matin il était là. Okay. Elles sont en première ligne depuis 2 jours. Marjorie et Bénédicte viennent de Bazas, à 30 km de l'incendie. À 21 ans, c'est le tout premier feu de Marjorie. La première fois que j'ai été face aux grosses flammes, j'ai été un peu impressionnée.
J'ai eu un ressenti, un blocage de quelques secondes avant que le cerveau, clairement, il se déconnecte et on se dit on y va quoi. On réfléchit plus et on rentre dans les flammes. C'est dégagé ici là. Originaire du bassin d'Arcachon, pour le caporal Legendre, les feux qui ravagent la région sont un déchirement. Je suis touchée et parce que l'endroit où je vis est en train de brûler, l'endroit où je travaille est en train de brûler. Donc ça fait beaucoup en termes d'émotions et de sensations, de sentiments surtout. Moi je vais avancer. On continue. À l'autre bout du département, le sergent Emmanuel a lutté toute la nuit. Il vit dans le bourg de Cazaux. Il a évacué ses enfants avant de venir combattre les flammes. C'est chez nous, c'est là où je viens moi me promener avec mes enfants en fait. Donc en fait, quand on voit ça, on se dit quand ils vont revenir, je pense qu'ils vont pas reconnaître en fait où on va se promener. Après des heures de travail, la fatigue se fait sentir. On a surtout hâte que ça se termine. Ça se termine parce que c'est vraiment épuisant en fait, pour tout le monde en fait. On n'a pas de problème d'alimentation au niveau d'eau. Bon très bien. À tout juste 30 ans, le capitaine Xavier est à la tête d'un détachement de 57 sapeurs-pompiers. Une unité spécialisée dans le déploiement de retardants que nous avions filmé en action. Habitué des feux de grande ampleur, il s'étonne du mouvement de solidarité. Les gens, en fait, depuis que nous sommes arrivés, sans cesse viennent en voiture, en famille, nous voir, discuter, nous proposer leur aide, nous donner de l'eau, de la nourriture. Donc ça, évidemment, c'est la plus belle des récompenses. Novices ou aguerris, ils sont près de 1000 pompiers mobilisés sur ces incendies. Des pompiers épuisés et la question des moyens qui forcément vient à se poser. Tous les experts s'accordent à dire qu'avec le réchauffement climatique, ce type d'événement ne sera pas sans se reproduire. Alors est-on suffisamment armé face à ces incendies aujourd'hui et demain? Élément de réponse avec Céla Bougriou, Thierry Valta et Mathieu Carman. 72 heures que les flammes leur résistent. Les 1000 pompiers mobilisés ont beau lutter nuit et jour, impossible de canaliser l'incendie. Face au dérèglement climatique et à la multiplication de ces feux de forêt, la France a-t-elle aujourd'hui les moyens de lutter? Il y a bien sûr les appuis terrestres, au plus près des incendies. 4000 camions-citernes. On les trouve surtout dans le sud du pays. Mais devant les conditions climatiques, il va falloir redéployer les moyens et en acquérir de nouveaux. Des zones qui n'étaient pas nécessairement touchées par des feux de forêt n'avaient pas forcément le matériel nécessaire. Aujourd'hui, ils vont devoir s'équiper en la matière. Concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, des casernes dans le nord de la France qui n'étaient pas équipées en camions-citernes feux de forêt vont devoir l'être. S'ils sont indispensables, ces camions peuvent uniquement intervenir aux lisières des forêts. De nombreux endroits restent inaccessibles. Pour cibler les flammes de manière précise et efficace, la France compte 12 Canadair. Ces appareils sont capables de larguer 6000 litres d'eau en quelques secondes. Mais ce n'est pas assez. Il y a également ces Dash, 7 en tout. Des avions qui déversent du retardant pour limiter la progression du feu. Face à la multiplication des incendies et le besoin d'avoir des appareils en alerte dans d'autres régions, l'Union européenne a aujourd'hui mis à disposition ces 2 Canadair grecs. Nous souhaitons en acquérir 2 de plus dès l'année prochaine. Un engagement va en ce sens en direction de l'Union européenne. Et ensuite, une réflexion globale de l'ensemble des pays membres est à mener pour avoir une flotte potentiellement européenne de sécurité civile. La France va devoir continuer à renforcer ses moyens matériels. Un quart de son territoire est boisé et dans le pays, de plus en plus d'endroits sont menacés par les feux de forêt. Et justement, pour préserver les moyens des pompiers, il est demandé aux habitants de plusieurs communes au sud du bassin d'Arcachon d'éviter d'arroser leurs jardins et de remplir leurs piscines, car en pleine canicule, à la guerre du feu s'ajoute la guerre de l'eau. Manon Debu, Sophie Hernandez. Tu te mets ici ou là? Mieux là. Il en arrive toutes les 5 minutes, des centaines par jour, des camions vides, prêts à se réapprovisionner en eau pour repartir au combat. T'as vu, tu en as d'attente, tu peux te charger. Allez. Notre intérêt pour garder, pour être le plus rapide et tout, c'est d'avoir des points d'eau comme vous les voyez ici, avec 5 lignes de refoulement, de façon à alimenter le plus rapidement possible ces camions, de façon à faire les rotations. Pour limiter la propagation, vu les vents que l'on a aussi, il nous faut toujours de l'eau sur les feux, c'est vital. Des milliers de litres puisés dans ce lac, l'un des 4 points de ravitaillement sur le feu de l'Andiras. Son niveau diminue jour après jour, mais les pompiers peuvent aussi compter sur ces bornes incendie au cœur des villages. Ce poteau va nous servir à alimenter un fourgon incendie
qui nous sert à faire des défenses de points sensibles pour les habitations. Cette eau sert aussi à alimenter les maisons voisines. Depuis quelques jours, ce message est donc envoyé aux habitants proches des flammes. Il est demandé à chacun de limiter sa consommation d'eau potable au strict nécessaire. Des consignes que Gisèle respecte à la lettre. On restreint et on annule les arrosages automatiques, ça coule de source. Les pompiers ont besoin de notre aide, mine de rien. On ne peut pas leur abaisser complètement la nappe phréatique. Ils se servent de ça pour pouvoir alimenter leurs pompes. Gisèle n'hésitera pas non plus à donner accès à sa piscine en cas de réquisition. Cet habitant a, lui, déjà mis son étang au service des pompiers. Quand ils m'ont posé la question, je dis il n'y a aucun souci. Si on peut sauver un peu plus de nature, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je leur ai mis vraiment la clé à disposition en mairie de Guillos. Ce n'est encore jamais arrivé, mais dans le pire des cas, la compagnie des eaux serait obligée de couper l'accès à l'eau. Au-delà de la vigueur des flammes, certains pointent le manque d'entretien pour expliquer une telle progression des feux. Alors à qui appartiennent ces forêts et qui est responsable de leur entretien? Question-réponse avec Charles Divot, Marine Brossard et Noélie Claire. Elle est la plus grande forêt de France, l'une des plus grandes d'Europe. 700 000 hectares de massif. Combien en restera-t-il après l'incendie? Beaucoup ont déjà tout perdu. À qui appartient la forêt? En très grande majorité, à des particuliers. 92% de la forêt landaise est privée, lui donnant des allures de puzzle géant, composé de plus de 40 000 parcelles et d'autant de propriétaires. Ils en ont la gestion, ils doivent aussi la protéger. La forêt est-elle suffisamment entretenue? Pompiers, maires, associations, ils sont nombreux à dénoncer de graves manquements, notamment concernant le débroussaillage. Ça, c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. À cette saison-ci, on ne devrait pas avoir ça. Toutes ces plantes, toutes les herbacées, les graminées que vous avez là, toutes ces fougères, quand on avance en été, deviennent très inflammables. Ce n'est pas tout. À beaucoup d'endroits, les 6 mètres réglementaires entre deux massifs ne sont comme ici pas respectés. Cela ralentit le travail des pompiers. Ils ne peuvent pas accéder au plus près du feu. Qui est responsable? En France, la règle est simple. Il revient à chaque propriétaire d'entretenir sa parcelle de forêt. À cette règle, il existe une exception. Elle concerne justement la forêt de la Teste de Buch. Son statut particulier date du Moyen-Âge et complique chaque opération d'entretien. Il faut l'accord des 500 propriétaires pour prendre une décision. Il faut bien comprendre que lorsqu'on demande des travaux d'aménagement et de prévention des incendies, c'est lorsqu'il y a eu la catastrophe qu'on s'aperçoit qu'il fallait les faire. Face au risque d'incendie, la préfecture avait ordonné des travaux d'aménagement en urgence. Ils auraient dû commencer dans les prochaines semaines. Et Alain Diras, on retrouve notre envoyé spécial François-Xavier Ménage, car face à la progression du feu, mais aussi face aux conditions météo, les pompiers doivent sans cesse adapter leur stratégie. Voilà l'un des enjeux pour les prochaines heures, faire en sorte que les routes ne soient pas touchées par les flammes. Cette route départementale essentielle bien sûr pour les pompiers, alors qu'il y a des hectares supplémentaires qui sont ravagés, qui n'étaient pas touchés en début de journée par les flammes et qui le sont maintenant. Contre-feu allumé par les pompiers, vous le voyez aussi, pour en quelque sorte faire barrage aux flammes qui sont à quelques mètres d'ici. C'est une des missions des pompiers ce soir, des pompiers qui se demandent quelle sera l'intensité des vents et qui vont continuer un long et inlassable travail, 12 heures d'affilée non-stop. Ils dorment ensuite quelques heures et recommencent sur le terrain. Et la chaleur écrasante n'a pas non plus aidé les pompiers de la région d'Avignon, où un autre feu s'est déclenché hier soir. Plusieurs centaines d'hectares ont brûlé. C'est le passage d'un train de marchandises qui serait responsable de cet incendie. Une enquête pour incendie involontaire est ouverte et plusieurs élus n'excluent pas de porter plainte contre la SNCF. Léa Deschâteaux, Lucas Garcia. Une épaisse fumée et des flammes menacent toujours la commune de Graveson. Cet après-midi, le feu a repris sa progression. Donc il a sauté la voie ferrée et il s'approche des habitations et voilà, on essaye de faire ce qu'on peut avec le Mistral qui a pris ce matin. C'est le long de cette ligne de chemin de fer que le feu aurait démarré hier en fin de journée. Bon, j'ai appelé immédiatement le 18, ils m'ont dit qu'ils étaient au courant, mais le temps que quelqu'un arrive, puis ça a pris de l'ampleur. Si les secours ont mis du temps à arriver, c'est à cause de plusieurs départs de feu le long de cette voie ferrée. Origine probable de l'incendie, un train de marchandises circulant entre Tarascon et Graveson.
Ça serait une défaillance au niveau des systèmes de freinage, fer contre fer qui va venir faire des gerbes d'étincelles et ces gerbes-là vont provoquer des mises à feu régulières sur les herbacées autour de la ligne. On a été rapidement débordés par les départs multiples, peut-être jusqu'à une vingtaine peut-être. De son côté, la SNCF n'a pas souhaité s'exprimer tant que l'enquête est en cours. Mais les maires des communes concernées par l'incendie, eux, envisagent de déposer plainte dans les prochains jours. Je suis très en colère parce qu'un imbécile qui lance un mégot par la fenêtre de son véhicule qui occasionne un feu, c'est déjà terrible. Mais là, en plus, c'est une raison technique qui aurait pu être évitée par de l'entretien, par du contrôle, c'est encore plus terrible, quoi. Pour moi, c'est inacceptable. La ligne reste pour le moment interrompue. Des itinéraires alternatifs ont été mis en place.